Bonjour à tous, je suis Fabrice Béranger de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais intervenir dans quelques minutes dans le cadre donc, des OSEAD organisés par la CCI de Haute-Savoie sur les grands thèmes que vous aurez à aborder avec votre banquier dans le cadre d'une opération internationale, bon, majoritairement d'exportation, éventuellement d'importation. Donc, si vous voulez bien, on va attendre encore un petit peu que les derniers participants se connectent. Donc, on commencera d'ici à 5 minutes au plus tard. On peut accueillir jusqu'à 5 participants en direct. Après, vous pouvez aussi leur adresser des messages. Ce que vous dites à l'oral, bonjour, nous allons débuter dans quelques minutes. Oui. Après, des fois, le début, en fait, il y en a qui ont la possibilité de se connecter à n'importe, même si eux ont un petit retard, ils peuvent à 11h05 faire en cours de route, en fait. D'accord. Il est 11h, je vous propose que je commence à intervenir dans 2 ou 3 minutes maximum. A priori, tout le monde n'est pas encore connecté, il manque très peu de personnes. On va encore attendre 2 ou 3 minutes et on commencera. Bonjour. C'est le son. Oui, la caméra. Et bien en fait, comme c'est vert, normalement, on t'entend. Donc, je vous propose. Je n'ai pas parlé beaucoup, c'est pour ça que vous m'avez pas entendu. Si tu cliques, et là, le son est coupé. D'accord. Le son est coupé, et là, le son est activé. D'accord. Et là, tu vois. Oui, ça fonctionne. J'ai besoin de me connecter. Si, il y a un petit peu. Après, le test, c'est vous m'entendez bien. Et normalement, dans le chat, d'accord. Oui, bien. Merci. Très bien, il est 11h02, donc je vous propose de commencer. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, comme je vous l'annonçais, on va aborder les grands thèmes, les grandes questions que vous aurez à poser à votre banquier dans le cadre d'une opération internationale. Alors, d'abord, je m'étais présenté. Comme je vous l'ai dit, je travaille pour la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, qui donc vous propose des équipes dédiées pour vous accompagner dans vos opérations internationales sur l'ensemble de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, qui globalement se situe sur une région Auvergne-Rhône-Alpes très élargie. Vous avez 6 experts internationaux
qui sont en fait les commerciaux de l'international de la banque. Leur rôle est d'accompagner vos chargés de compte pour aborder avec vous toutes les techniques bancaires relatives à votre activité internationale. Donc, en fait, notre but, c'est de faire un diagnostic de votre activité internationale, de comprendre vos besoins et de mettre en face les solutions qui répondront à vos besoins. À côté de cette équipe de commerciaux, vous avez un back-office qui va traiter vos opérations de flux, donc les opérations de masse de type virements internationaux, chèques, traites internationales. Vous avez une équipe de trade qui va traiter vos opérations documentaires, ce qu'on appelle les engagements par signature d'une manière générale, c'est-à-dire les remises documentaires, les garanties internationales, les crédits documentaires, les lettres de crédit stand-by. Et nous avons également une salle de marché qui va traiter vos opérations de couverture de risque de change, éventuellement vos placements en devises, par exemple. Voilà, donc pour ce qui est de la présentation de nos services à l'international. Maintenant, on va aborder le vif du sujet. Il y a plusieurs grands thèmes que vous aurez à aborder dans le cadre de vos opérations internationales avec votre banque. Comment sécuriser mes paiements? Donc, on verra les moyens de paiement que vous avez à votre disposition. Dois-je émettre des garanties, notamment des garanties de marché export, et comment? Dans quel cas et comment? Comment couvrir mon risque de change? Quelles sont mes solutions de financement dans le cadre de mon activité internationale, notamment de mon activité export? Et on terminera par une conclusion. Voilà. Alors, avant d'aborder tout ça, vous avez, vous, un petit travail à faire lorsque vous abordez un nouveau marché. Il faut que vous essayiez de connaître un petit peu les spécificités de votre marché cible. Donc, classiquement, vous allez vendre à quelqu'un, il faut que vous essayiez d'appréhender le risque financier que vous avez sur votre client, donc le risque notamment d'insolvabilité, le risque financier que vous pouvez avoir sur la banque de votre client, c'est-à-dire le risque que la banque ne vous transfère pas les fonds que vous attendez si vous êtes exportateur, et également le risque qui pèse sur le pays où se situe la banque. Parce que même si la banque a les moyens la possibilité de vous virer les fonds que vous attendez, il se peut qu'elle se trouve dans un pays qui subit par exemple un changement de régime. Le nouveau gouvernement interdit la sortie des fonds et donc vous risquez de ne pas être payé. Donc tout ça, tous ces risques financiers, que ce soit des risques clients, banque ou pays, sont à appréhender de votre côté, bien évidemment en discutant avec votre banquier. Vous devez aussi appréhender un peu la réglementation locale. Y a-t-il une réglementation spécifique en termes de change? Par exemple, vous exportez sur l'Algérie, est-ce que vous pouvez vous faire payer en dinars algériens? La réponse est oui, vous pouvez avoir un compte localement en Algérie qui recevra des dinars en paiement d'une exportation que vous aurez faite sur place. Le problème que vous aurez, c'est que vous aurez des difficultés à convertir ces dinars en euros pour les rapatrier en France. Et quand je dis des difficultés, c'est de grosses difficultés. Il faut aussi appréhender, avec l'aide de votre banquier, la réglementation concernant, par exemple, les possibilités de rapatriement vers la France, c'est-à-dire, enfin, disons, de paiement vers la France. Exemple, pour reprendre l'Algérie, est-ce que mon client algérien peut me payer tout ou partie de mon exportation avant expédition? Est-ce que je peux être payé d'avance ou est-ce que je peux recevoir un acompte? La réponse est globalement, ce n'est pas vrai à 100%, mais globalement, non. Vous devrez travailler par remise documentaire ou par crédit documentaire. Il va falloir également appréhender un tant soit peu les pratiques commerciales sur place, les pratiques bancaires également.
Donc, pour ce qui est des pratiques bancaires, par exemple, est-ce que mon client à l'étranger a accès facilement ou pas au crédit? S'il n'a pas facilement accès au crédit, peut-être devrais-je lui accorder des délais de paiement plus ou moins importants parce qu'il ne pourra pas se faire financer son importation localement ou aura beaucoup de mal. Par exemple, un importateur brésilien, les banques brésiliennes sont très frileuses et si éventuellement elles acceptent de financer l'importation de leurs clients, ça va être à des taux d'intérêt tels que votre client risque de préférer vous demander plutôt des délais de paiement importants, puisque sur le Brésil, par exemple, on va être sur des taux d'intérêt de 15 à 17% l'an. Et pour en terminer rapidement avec ce slide, il faudra également appréhender certains aspects culturels locaux. Par exemple, vous négociez un délai de paiement qui déjà peut être un petit peu long, et qui peut éventuellement être allègrement dépassé. Prenons le cas, par exemple, de l'Inde. Vous allez négocier un délai de paiement à 90 jours et si vous ne relancez pas fréquemment votre acheteur, vous risquez d'attendre votre paiement assez longtemps. Voilà, donc j'en ai fini avec cette partie. Il y a plein d'autres questions qu'on peut se poser. De toute façon, il faut en parler en amont avec votre banquier. Voilà, alors on va aborder le premier des grands thèmes, qui est le thème de la sécurisation des paiements. Rapidement, avant d'aborder les moyens de paiement typiquement internationaux, que sont la remise documentaire, le crédit documentaire et la lettre de crédit stand-by, rapidement, on va très vite passer donc sur les autres moyens de paiement, que sont les virements, les chèques et éventuellement les traites, que je n'ai pas écrite sur le slide, et éventuellement les paiements par carte de paiement. Alors, les virements internationaux, intrinsèquement, bon, vous savez ce que c'est, à l'international comme sur le plan domestique, ce qu'est un virement. Vous savez qu'intrinsèquement, ça ne présente pas de garantie de paiement. Néanmoins, les virements internationaux sont de loin le moyen de paiement le plus utilisé à l'international, pour la simple raison qu'un virement, c'est rapide, c'est pas cher, et quand vous avez affaire à un client que vous connaissez bien, qui est solvable, qui est sérieux, il n'y a aucune raison de se passer de ce moyen de paiement. Donc, je ne pense pas me tromper en disant que au moins 80% des règlements commerciaux internationaux sont des virements. L'autre moyen de paiement que vous pouvez utiliser à l'international, c'est le chèque ou la traite. Contrairement au virement international, c'est assez peu utilisé et ça l'est même de moins en moins. C'est un moyen de paiement qui tombe de plus en plus en désuétude à l'international. Alors pour plein de raisons, et nous d'ailleurs, nous banquiers, nous proscrivons l'utilisation du chèque ou de la traite à l'international. Alors pour ce qui est de la traite, sauf si elle est avalisée, on en parlera tout à l'heure. Tout simplement parce que le chèque, par exemple, ou la traite, l'utilisation du chèque ou de la traite sont très protégées en France par notre droit cambiaire, ce qui n'est pas forcément le cas à l'étranger. Je vais prendre un exemple. En Allemagne, vous êtes un importateur allemand, vous pouvez régler une importation par chèque. Donc, vous remettez ce chèque à votre fournisseur exportateur français. Et aussitôt après avoir fait ce chèque, vous allez voir votre banquier, vous lui demandez d'annuler ce chèque. Et lorsque vous, exportateur français, vous présenterez ce chèque à l'encaissement, il arrivera donc chez la banque allemande du tiret, et la banque allemande ayant pour instruction d'annuler ce chèque, elle ne le paiera pas. Elle apposera tout simplement sur le chèque un cachet, gesperrt, qui veut dire annuler, et le renverra à votre banque. Et l'importateur allemand n'a absolument pas à donner de raison quelconque pour annuler son chèque. Ensuite, vous aurez à entrer dans une procédure de litige commercial classique, recours aux tribunaux, etc., pour recouvrer votre dû. Donc, ça, c'est le cas de l'Allemagne. Dans d'autres pays, vous pouvez avoir des droits cambiaires qui sont tout aussi peu protecteurs pour le bénéficiaire d'un chèque ou d'une traite. Nous,
banquier, on ne peut pas connaître le droit cambiaire, évidemment, de tous les pays du monde. Donc, a priori, on vous prescrit de ne pas accepter un règlement par chèque. Autre moyen de paiement, alors je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est essentiellement valable pour du B2C et donc nous on travaille surtout sur du B2B, mais vous pouvez éventuellement, pourquoi pas, vous faire régler par carte. Si vous avez par exemple un site de vente internet, vous faites installer une transaction de règlement par carte, vous vous faites aider en cela par votre banquier et donc vous pouvez vous faire régler par carte. Alors tout cela étant dit, on va rentrer maintenant on va évoquer maintenant plutôt des moyens de paiement plus spécifiquement internationaux. Et pour commencer, la remise documentaire. La remise documentaire, c'est quoi? Vous êtes exportateur français. Vous allez donc envoyer de la marchandise, vendre de la marchandise à un importateur étranger. Au moment de l'expédition de la marchandise, vous avez entre les mains tous les documents donc d'exportation qui sont nécessaires à votre acheteur, l'importateur étranger, pour dédouaner la marchandise lorsqu'elle arrivera et en prendre possession. Eh bien, ces documents, au lieu de les envoyer à votre acheteur étranger, vous allez nous les remettre, à nous, votre banquier, banque de l'exportateur, donc, pour que nous les remettions à la banque de l'importateur contre paiement. C'est-à-dire que vous procédez à l'exportation, vous rassemblez tous les documents, tous les originaux des documents d'exportation, vous nous les remettez et nous les remettons à la banque de l'acheteur. La banque de l'acheteur va, lorsqu'elle va les recevoir, va les proposer à son client. Elle va lui dire, si vous voulez, vous, mon client acheteur, si vous voulez les documents, il faut que vous me donniez l'ordre de payer votre fournisseur, l'exportateur français. Donc c'est donnant-donnant, il reçoit les documents, mais il donne l'ordre à sa banque de vous payer. Dans ce cas-là, on est sur ce que l'on appelle une remise documentaire à vue, c'est-à-dire paiement contre remise des documents. On peut également avoir affaire à une remise documentaire à paiement différé, c'est-à-dire que vous pouvez parfaitement négocier une échéance de paiement, un délai de paiement avec votre client, l'importateur étranger, dans le cadre d'une remise documentaire. Et ce que vous ferez en tant qu'exportateur, c'est qu'à tous les documents d'exportation de la marchandise, vous joindrez une traite du montant de l'exportation, tirée à l'échéance que vous aurez prévue ensemble, sur l'acheteur étranger. Donc, vous joignez cette traite à tous les documents et nous, on envoie donc ces documents à la banque de l'acheteur et la banque de l'acheteur ne remettra les documents d'expédition de la marchandise à son client que lorsque celui-ci aura accepté la traite qui est tirée sur lui. Alors, le gros souci, c'est que à partir du moment où l'importateur a accepté la traite qui est tirée sur lui, on lui remet les documents, donc il va dédouaner la marchandise, il en prend possession. Mais lorsque la traite sera remise à l'encaissement à échéance, elle peut ne pas être payée parce que, par exemple, il n'y a pas provision sur le compte. Pour éviter ce genre de désagrément, lorsque l'on procède à une remise documentaire à paiement différé, ce qu'il faut demander, c'est que la traite soit non seulement acceptée par le tiré, l'acheteur étranger, mais également avalisée par sa banque. Et ainsi, par l'aval de la banque, vous avez la garantie de la banque de vous payer le montant de la remise documentaire à l'échéance prévue. Donc, la plupart du temps, on est plutôt sur des remises documentaires à vue, mais si remise documentaire à paiement différé, il doit y avoir, selon moi, ça doit être obligatoirement avec un aval de la banque de l'acheteur. Voilà pour la remise documentaire. Le cran au-dessus en termes de… Alors, j'ai oublié de vous dire, le souci aussi de la remise documentaire, c'est que lorsque l'on envoie les documents pour les présenter à l'acheteur, lorsque donc les documents vont être présentés à l'acheteur, celui-ci peut très bien dire qu'il ne veut plus des documents. Il peut dire, je reviens sur ma décision d'achat, je ne veux plus les documents. Renvoyez donc les documents à l'importateur. Donc certes, vous allez rester propriétaire de vos documents et donc de la marchandise,
mais cette marchandise n'étant donc plus achetée par votre importateur, vous allez devoir la faire revenir pour éventuellement la revendre à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un risque. Pour éviter ce genre de risque, pour des montants relativement importants, on va plutôt passer sur des techniques de type crédit documentaire ou lettre de crédit stand-by. Le crédit documentaire, c'est quoi? En fait, c'est l'engagement de la banque de l'acheteur étranger de vous payer une certaine somme à une certaine échéance si vous, l'exportateur, au plus tard un certain nombre de jours après l'expédition, vous lui faites parvenir par l'intermédiaire de votre banque, donc nous par exemple, les documents d'exportation de la marchandise qui prouvent donc que vous avez bien envoyé la marchandise. Donc concrètement, vous êtes l'exportateur, vous procédez à l'exportation de la marchandise, vous récoltez tous les documents d'exportation de la marchandise qui sont nécessaires, encore une fois, à votre acheteur étranger pour dédouaner la marchandise lorsqu'elle arrive et en prendre possession. Donc ces documents, ce sont les factures, les packing lists, les documents de transport, bien évidemment, éventuellement des certificats d'origine, il peut y avoir des certificats de toutes sortes, type certificat phytosanitaire, les documents éventuels d'assurance de la marchandise. Tous ces documents-là, vous nous les remettez à nous, votre banque, banque de l'exportateur. Nous vérifions que ce sont bien les documents qui sont attendus par la banque de l'acheteur. Nous les envoyons à la banque de l'acheteur. La banque de l'acheteur vérifie également que ce sont bien les documents qu'elle attendait. Et si ce sont bien les documents qu'elle attendait, elle vous paye. Voilà, donc là, vous avez l'engagement de la banque de l'acheteur de vous payer si vous envoyez les documents qui sont attendus de votre part. Elle vous paye et ensuite, elle remet les documents à son client, l'importateur, pour qu'il prenne possession de la marchandise. Alors, le cas que je viens de vous évoquer, on est sur un crédit documentaire à vue, c'est-à-dire qu'elle vous paye lors de la remise des documents conformes. On peut évidemment, dans le cadre d'un crédit documentaire, négocier une échéance de paiement, par exemple 30 ou 60 jours, date d'expédition des marchandises, auquel cas la banque vous paiera à l'échéance prévue 30 ou 60 jours après la date d'expédition des marchandises. Le crédit documentaire est un petit peu la Rolls en termes de sécurisation des paiements à l'international. Il n'est pas parfait. On peut essayer de le rendre plus ou moins parfait. Alors, vous avez peut-être compris que vous avez l'engagement donc de la banque étrangère de vous payer. Donc, cet engagement vaut ce que vaut la banque. Vous pouvez avoir entre les mains un crédit documentaire qui est ouvert par une banque à la solvabilité un peu moyenne, ou alors une banque qui se trouve dans un pays politiquement incertain. Et donc, dans ces conditions-là, il se peut très bien que vous ne soyez pas, à l'échéance prévue du crédit documentaire, que vous ne soyez pas payé. Par exemple, parce que la banque qui a ouvert le crédit documentaire a fait faillite. Pour éviter ce genre de désagrément, vous pouvez demander à votre banque, donc nous par exemple, banque de l'exportateur, de confirmer le crédit documentaire qui a été ouvert par la banque étrangère. Si l'on confirme le crédit documentaire, ça veut dire que l'on s'engage à payer le montant du crédit documentaire à l'échéance prévue si la banque étrangère qui a ouvert le crédit documentaire ne le fait pas, pour une raison ou une autre, donc soit parce qu'elle est insolvable, soit parce que le gouvernement de son pays refuse qu'elle sorte des fonds au moment du règlement. Par contre, bien évidemment, on ne vous paiera pas si vous n'êtes pas capable de présenter les documents qu'on attend de vous. Vous devez pouvoir présenter les documents qu'on attend de vous pour que l'on paye le crédoc. Donc voilà pour ce qui est du crédit documentaire confirmé. Un petit aparté sur un type de crédit documentaire particulier, c'est le crédit documentaire transférable. Le crédit documentaire transférable peut être utilisé, par exemple, si vous êtes négociant. Par exemple, vous achetez de la marchandise à l'étranger pour la revendre en France ou à l'étranger. Et admettons
vous n'avez votre fournisseur étranger vous demande un crédit documentaire pour sécuriser son paiement. Vous n'avez éventuellement pas les moyens d'ouvrir ce crédit documentaire parce que c'est une grosse somme et que votre banque refuse de mettre en place les lignes nécessaires. Éventuellement, vous pouvez demander à votre acheteur étranger d'ouvrir un crédit documentaire en votre faveur. Comme ça, vous avez l'assurance d'être payé par votre client étranger et d'ouvrir donc un crédit documentaire dit transférable. C'est-à-dire que lorsque nous, votre banquier, le banquier donc du négociant, nous allons recevoir ce crédit documentaire en votre faveur, nous allons transférer une partie de son bénéfice à votre fournisseur étranger. Par exemple, vous recevez un crédit documentaire d'1,2 million. Nous allons en transférer le bénéfice pour 1 million de dollars, donc au profit de votre fournisseur étranger. Le reste, les 200 000 dollars qui restent, étant votre marge. Ainsi, tout le monde est sécurisé. Vous avez un crédit documentaire qui sécurise votre vente à votre client et votre fournisseur a un crédit documentaire qui sécurise sa vente à vous-même. Voilà ce que je pouvais dire rapidement sur les crédits documentaires. Il y a une forme, disons, un peu allégée pardon, du crédit documentaire qu'on appelle la lettre de crédit stand-by. La lettre de crédit stand-by n'est pas un moyen de paiement à proprement parler, c'est une garantie. C'est la garantie de la banque de l'acheteur étranger de vous payer une certaine somme à une certaine échéance si, et c'est là la différence essentielle par rapport au crédit documentaire, si votre acheteur étranger ne le fait pas. Donc, en fait, la banque de l'acheteur étranger se porte garante du paiement de cette somme, mais d'abord, si tout se passe bien, le but, c'est que l'acheteur étranger vous paye. S'il ne vous paye pas, vous mettez en jeu cette garantie, la lettre de crédit stand-by, et pour que la mise en jeu se passe valablement, soit valide, auparavant, lorsqu'elle aura ouvert sa lettre de crédit stand-by, la banque étrangère aura dit « Si vous me mettez en jeu, vous devez me fournir les documents qui prouvent que vous avez bien expédié la marchandise. » Et là, on en revient aux documents d'expédition classiques, factures, documents de transport et éventuellement d'autres documents. Donc, vous l'avez compris, c'est une forme, ça n'est pas un crédit documentaire, ça revient un petit peu au même, mais c'est une forme un peu allégée dans le sens où cette lettre de crédit stand-by ne servira que si vous la mettrez en jeu, c'est-à-dire si vous n'avez pas été payé comme c'était initialement prévu par votre acheteur étranger. Alors, nous, banquiers, on a tendance à essayer de privilégier cette technique au crédit documentaire dès que c'est possible. Je dis dès que c'est possible parce que, en fait, cette technique n'est pas utilisée dans tous les pays. Globalement, la lettre de crédit stand-by est utilisée partout en Europe, sauf dans la Russie et ses satellites, donc là, dans la CEI, si vous voulez. C'est une technique qui est également utilisée sur tout le continent américain. Elle va être utilisée en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans quelques pays d'Extrême-Orient, mais là de manière plus ponctuelle, Japon, Malaisie, Corée du Sud. J'en ai vu aussi ouvertes par des banques chinoises. Mais globalement, il y a de grandes zones dans le monde où la technique privilégiée sera le crédit documentaire, et ça va être le cas globalement pour toute l'Afrique, Proche Moyen-Orient, et essentiellement, à de rares exceptions près, celle que j'évoquais tout à l'heure, en Extrême-Orient. Voilà, donc j'en ai fini avec les moyens de paiement. L'autre grand volet que vous aurez à aborder avec votre banquier, c'est le volet engagement par signature, c'est-à-dire en fait garantie. Alors, je vous ai déjà parlé des garanties de paiement, des crédits documentaires et des lettres de crédit stand-by. Je vous ai parlé de la pratique de l'aval sur la traite. Avant de faire un focus sur les garanties de marché export,
je vous évoque juste rapidement pour mémoire les garanties pour découvert et financement locaux. Vous pouvez être amené, si par exemple vous avez une filiale à l'étranger, cette filiale a un banquier local étranger, votre filiale peut être amenée à demander à cette banque locale des financements sous quelque forme que ce soit, et la banque locale peut hésiter à lui accorder ces financements parce que votre filiale n'a pas une surface financière suffisante. Auquel cas, nous, votre banquier, banque de la maison mère, pouvons éventuellement émettre au profit de la banque locale une garantie pour les découverts et autres financements locaux qu'elle pourrait accorder à votre filiale locale. Maintenant, je vais passer directement, je vais faire un focus sur des garanties un peu particulières que sont les garanties de marché à l'export. Alors, les garanties de marché, vous les connaissez très certainement parce que, en fait, ce sont les mêmes que pour des marchés franco-français. Donc, vous avez en fait 4 grands types de garanties de marché export. Ce sont les garanties de soumission, les garanties de restitution d'acompte, les garanties de bonne exécution et les garanties de dispense de retenue de garantie. Alors, admettons par exemple que vous soumissionnez un appel d'offres international. Pour soumissionner, très certainement, on va vous demander une garantie de soumission qui va être de 1, 2 ou 3% globalement du montant du marché. Cette garantie de soumission, donc au bénéfice de l'entreprise qui émet l'appel d'offres, va garantir donc à cette entreprise que vous n'allez pas retirer votre offre en cours d'adjudication et que si vous êtes choisi, si vous êtes retenu comme adjudicataire, que vous allez poursuivre le contrat, que vous n'allez pas vous retirer ensuite, que vous allez poursuivre le contrat, et notamment, la plupart du temps, que vous allez bien émettre la garantie suivante que l'on attend de votre part, c'est-à-dire la garantie de bonne exécution. Si jamais vous êtes retenu, par exemple, et que vous ne poursuivez pas le contrat, le bénéficiaire de la garantie de soumission appellera cette garantie. Alors, admettons que vous soyez retenu, on vous verse un acompte, l'acheteur vous verse un acompte, il est susceptible de vous demander une garantie de restitution d'acompte. Donc, la garantie de restitution d'acompte sera du montant de l'acompte. Donc, évidemment, c'est très variable, hein, ça peut être entre 15 et 40% du montant du contrat, bon, plutôt entre 15 et 30 en règle générale. Et cette garantie sera éventuellement appelée par le bénéficiaire de la garantie, donc par l'acheteur qui vous a versé l'acompte, si jamais vous ne lui livrez pas pour au moins le montant de l'acompte de marchandises ou si vous n'effectuez pas une prestation pour au moins le montant de l'acompte. Autre type de garantie que vous serez éventuellement amené à émettre, c'est la garantie de bonne exécution. Très souvent, dès lors que vous êtes retenu comme adjudicataire dans un marché, on vous demande immédiatement d'émettre une garantie de bonne exécution qui souvent est de l'ordre de 15-20% maximum du montant du contrat. Elle sera appelée si vous n'effectuez pas en fait votre prestation. Donc à la fin du contrat, très souvent, l'émetteur de l'appel d'offres, votre client étranger, vous signera un PV de réception provisoire qui atteste que vous avez bien fait votre part du deal. Et si ce n'est pas le cas, il appellera la garantie de bonne exécution. Enfin, quatrième type de garantie que vous pouvez être amené à émettre, c'est la garantie de dispense de retenue de garantie. En fait, lorsque vous arrivez au terme du contrat, la plupart du temps, si vous, par exemple, vous livrez une machine, votre machine est garantie 1 an ou 2 ans. Il est possible que l'acheteur
vous dise qu'il va retenir éventuellement une partie du montant du contrat jusqu'à expiration du délai de garantie de la machine. Par exemple, 5 ou 10% maximum du montant du contrat. Si jamais, pendant le délai de garantie, il y avait un problème avec la machine livrée et que vous n'interveniez pas pour solutionner ce problème, il conserverait cette retenue de garantie, tout ou partie de cette retenue de garantie. Vous, en tant que vendeur, vous pouvez éventuellement vouloir recevoir 100% du montant du contrat lorsque vous avez livré la marchandise et non pas à l'issue du délai de garantie. Auquel cas, pour être payé à 100%, nous pourrons être amenés à émettre au bénéfice de l'acheteur une garantie de dispense de retenue de garantie. C'est-à-dire vous êtes payé à 100%, mais nous émettons une garantie de 5 à 10% du montant du contrat dans laquelle l'acheteur pourra éventuellement puiser s'il y a un problème pendant le délai de garantie et que vous n'intervenez pas pour solutionner ce problème. Voilà pour les 4 grands types de garanties de marché à l'export. Une petite précision, la nature juridique de ces garanties, ce sont des garanties à première demande, ce ne sont pas des cautions, donc nous n'avons pas le bénéfice de discussion sur ces engagements. Lorsque nous sommes appelés, nous devons répondre et payer. Autre petite précision, les garanties peuvent être émises directement par votre banquier, c'est-à-dire par exemple par nous, ou indirectement. Indirectement, ça veut dire que le bénéficiaire de la garantie, par exemple, peut souhaiter que les garanties de marché dont on a parlé tout à l'heure soient émises par une banque locale, une banque de son pays, parce qu'il estime qu'il les connaît mieux, il a plus confiance, etc. Auquel cas, vous allez venir nous voir et nous allons demander à une banque locale d'émettre la garantie pour notre compte, avec notre contre-garantie. Donc, l'acheteur étranger aura bien entre les mains une garantie émise par une banque locale, mais elle sera contre-garantie par nous. Ça n'est pas sans impact parce qu'évidemment, le délai d'émission de la garantie s'en trouve rallongé. Par ailleurs, les frais portant sur la garantie sont également augmentés puisqu'il y a les frais de la garantie émise par la banque locale et nos frais de contre-garantie. Et ensuite, ça peut être un petit peu plus compliqué pour ce qui est des mains levées sur les garanties, puisque nous, votre banque, nous considérons que nous sommes engagés aussi longtemps que nous n'avons pas obtenu la main levée de la banque locale qui a émis la garantie. Et parfois, c'est un petit peu long, difficile d'obtenir ces mains levées. Nous sommes obligés de relancer plusieurs fois la banque étrangère pour obtenir la main levée, même si la garantie n'a plus d'objet. Par contre, une bonne nouvelle, si votre banquier a des difficultés à vous accorder des lignes pour émettre ce type de garantie, parce qu'il est déjà très engagé vis-à-vis de vous, par exemple, il peut obtenir la contre-garantie de la BPI jusqu'à concurrence d'un maximum de 80% du montant de la garantie. Donc, ça peut un peu faciliter les choses pour l'obtention de lignes de garantie internationale. Voilà, j'en ai terminé, je crois, avec le volet garantie. Un autre grand thème que vous pouvez être amené à aborder avec votre banquier, c'est le thème des couvertures de risque de change. Très certainement, si vous exportez ou si vous importez, vous risquez de devoir travailler en devise. Alors, admettons que vous soyez exportateur toujours, vous vendez pour $1 million payable dans 3 mois. Aujourd'hui, $1 million, admettons que ça fasse 800 000 euros. Dans 3 mois, le dollar a baissé, par exemple, et au lieu de recevoir l'équivalent de 800 000 euros, vous n'en recevez plus que 780 000, par exemple. Le risque de change, c'est ça. Et donc, ça a vite fait de vous manger tout ou partie de la marge que vous escomptiez faire sur l'opération. Pour éviter ce genre de problème, vous pouvez vous couvrir auprès de votre banquier sur le risque de change. Alors, il y a plusieurs techniques. La technique de base, déjà, c'est éventuellement d'ouvrir un compte dans la devise dans laquelle vous allez travailler. Si, par exemple, vous êtes importateur et exportateur dans la même devise, l'USD,
et que vous avez un compte en USD, vous allez donc pouvoir recevoir les USD liés à vos ventes en USD sur ce compte et utiliser tout ou partie des USD qui seront arrivés sur ce compte pour payer vos importateurs en USD. De cette manière, pour les flux concernés, vous n'êtes plus en risque de change. Par ailleurs, vous faites très certainement des économies sur les commissions de change à l'entrée et à la sortie, et vous n'avez plus qu'à couvrir éventuellement le solde. Imaginons, vous recevez 1 200 000 USD sur ce compte, vous réutilisez 1 million d'USD pour payer vos fournisseurs en USD, vous êtes donc en risque de change sur les 200 000 USD créditeurs, et c'est ça qu'il faudra couvrir. Donc, on va voir les moyens de couverture un petit peu plus tard. Je fais juste un petit aparté sur les achats au comptant. Si jamais vous êtes, par exemple, importateur en USD, acheteur donc d'USD, vous pouvez également, pourquoi pas, également procéder à l'avance, à un moment où le cours sur l'USD vous paraît favorable, procéder à l'achat d'USD pour des règlements en USD ultérieurs. Donc, vous savez par exemple que vous allez devoir payer 1 million d'USD dans 3 mois. Vous pouvez très bien procéder à l'achat d'1 million d'USD maintenant pour ne pas avoir de surprise sur le cours dans 3 mois. L'inconvénient, c'est que bien évidemment, ça mobilise votre trésorerie pendant 3 mois. Pour éviter ce genre de choses, on met en place des couvertures. Alors, il y a 2 grands types de couvertures. Les couvertures à terme, alors qu'elles soient fixes ou flexibles, ou les options. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça peut être un petit peu compliqué par webinaire. Par contre, votre banquier et nous sommes à votre disposition pour en parler précisément avec vous. Mais sachez que vous avez par exemple un produit qui est très bien, que l'on appelle chez nous le Covery, qui est en fait une couverture à terme flexible. Le principe, c'est que, imaginons, aujourd'hui, vous avez un cours sur le dollar qui vous convient, 1,1750. Vous êtes acheteur dans l'année qui vient, vous savez que vous allez acheter pour au moins 500 000 USD et vous voulez bloquer tout ou partie donc un cours pour tout ou partie de ces achats, de ces 500 000 USD. Donc nous allons mettre en place par exemple une couverture pour vous, admettons dans un premier temps sur la moitié, sur 250 000 $, et vous aurez un an pour nous acheter 250 000 $, toujours au cours de 1,1750, de manière aussi fractionnée que vous le souhaitez. Donc, par exemple, vous pouvez acheter 100 000 $ dans une semaine, 1,1750, puis 50 000 $ dans 3 mois, 1,1750, et ainsi de suite jusqu'à extinction de l'enveloppe. Vous devez, par contre, absolument, au bout d'un an, nous avoir acheté le montant sur lequel vous vous êtes couvert. Donc, dans mon exemple, vous devez nous avoir acheté les 250 000 $ sur lesquels vous êtes couvert à 1,1750. C'est un produit qui est utilisé, je dirais, dans 98% des cas de couverture. Vous avez également d'autres produits qui existent. Ce sont des options de change. Alors là, elles sont multiples, elles sont très nombreuses. Vous avez une option qui est vraiment la Rolls en termes de couverture, mais comme toutes les Rolls, elle a un coût. C'est ce que l'on appelle l'option vanille. Par une option vanille, vous nous achetez le droit, mais pas l'obligation, de nous acheter ou de nous vendre un certain montant de devises pendant une certaine période à un certain coût. La grosse différence par rapport aux produits dont je vous ai parlé précédemment, c'est que là, j'ai insisté sur ce terme, vous n'avez pas l'obligation d'utiliser la couverture. Vous nous achetez le droit de nous acheter X milliers de dollars ou de nous vendre X milliers de dollars à un certain cours pendant une certaine période. Mais si, par exemple, je vous couvre sur une période d'1 an, si dans l'année qui vient, le cours au comptant est meilleur que le cours de la couverture, vous n'utilisez pas la couverture, vous vous contentez d'acheter ou de vendre selon le sens dans lequel vous êtes vos devises sur le marché au comptant et vous laissez tomber la couverture, ça n'est pas grave, le produit est fait pour cela.
Par contre, bon, vous avez un peu le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire la couverture sans l'obligation de l'utiliser. Et évidemment, ça se paye. Et une couverture à 6-9 mois sur le dollar se paierait, j'imagine, aux alentours de 5% actuellement. Ça n'a pas toujours été le cas. Avant la crise de 2008, on était sur des niveaux de primes de 1,70 à 1,80%. Donc, c'était très abordable pour les entreprises. Maintenant, on est sur des marchés qui sont beaucoup plus volatiles, plus incertains, moins prévisibles, et les niveaux de primes sont de l'ordre de 5% sur le type d'opération que je vous exposais. Voilà. Il existe plein d'autres options, dont des options à prime nulle. Donc, vous n'auriez pas à payer les 5% en question. Ce sont des opérations, des options un petit peu plus compliquées, avec des comment dire, des cours qui ne sont pas forcément, des cours que vous ne connaissez pas forcément à l'avance, des cours de couverture que vous ne connaissez pas forcément à l'avance, ou des montants qui sont plus incertains. Je ne rentrerai pas dans le détail, c'est peut-être un peu trop compliqué pour qu'on en parle dans ce type de présentation. Par contre, nous sommes à votre disposition pour en parler avec vous. J'en ai terminé pour l'instant avec l'aspect couverture de risque de change. Je veux juste faire un petit aparté pour que vous preniez bien conscience du risque de change. Vous savez par exemple que depuis la création de l'euro en 2000, la parité euro-USD a évolué entre un point bas en 2001 à 0,80, c'est-à-dire que 1 euro valait 0,80 $, et à un point haut en 2008 à 1,60, c'est-à-dire qu'un euro valait 1,60 $. Autrement dit, pendant cette période, le dollar avait perdu la moitié de sa valeur. Plus près de nous, entre juin 2017 et janvier 2018, l'USD a perdu 13% de sa valeur. Bon, pour en regagner un petit peu depuis, puisque maintenant, je suppose, on est aux alentours de 1,17, 1,18. Autre grand volet que vous aurez à aborder avec votre banquier, c'est l'aspect financement. Lorsque vous êtes exportateur, vous pouvez avoir à financer la période de prospection, la période de fabrication. Vous pouvez avoir à financer également des délais de paiement que vous aurez accordés. Et ensuite, on verra quelques financements particuliers de l'acheteur. Alors, pour ce qui est de la période de prospection, vous le savez, vous pouvez bénéficier d'un nouveau dispositif de BPI. Donc, c'est l'assurance prospection de BPI qui est doublée maintenant depuis peu par une avance de trésorerie qui est faite par BPI portant sur 50% au moins la première année du montant du budget en fait de prospection validé par BPI. Ça remplace, pour ceux qui ont connu cela, l'ancien financement de l'assurance prospection et même antérieurement encore le parrainage de l'assurance prospection. Voilà pour ce qui est des dépenses de prospection. Pour ce qui est du financement des dépenses de fabrication, il y a plusieurs moyens. Vous pouvez par exemple vous faire payer un acompte si c'est possible, ou alors vous pouvez obtenir de votre fournisseur un paiement différé, auquel cas il vous l'accordera d'autant plus volontiers que vous lui fournirez une garantie de paiement de type crédit documentaire import en ce qui vous concerne. Vous pouvez demander à votre banquier de vous financer par un crédit de trésorerie qui peut éventuellement être garanti par la BPI. Donc, on serait sur ce que l'on appelle un préfinancement export de BPI. Ou bien, éventuellement, si ça n'est pas possible, vous pouvez demander à votre banquier un crédit de trésorerie classique. Vous pouvez avoir également à financer les délais de paiement. Donc, vous pouvez, par exemple, bénéficier, vous, vendeurs, d'un crédit documentaire export qui, malheureusement, est à paiement différé. Et c'est là que vous allez avoir besoin de financer le délai de paiement. Mais éventuellement, vous pouvez demander pour financer ce délai de paiement à votre acheteur étranger qu'il vous ouvre ce crédit documentaire avec une clause UPAS. C'est un crédit documentaire très particulier par lequel la banque de votre acheteur donc se porte garante de vous payer
a priori, normalement, si vous voulez, selon les termes, les termes de paiement que vous avez négociés, elle se porte garant d'un paiement différé, mais par la clause du pass, elle vous propose de vous payer immédiatement, tout en ne débitant son propre client qu'à la date de paiement qui était initialement prévue, c'est-à-dire par exemple 3 mois plus tard. Voilà. Alors, elle vous propose de vous régler immédiatement, bien évidemment, moyennant un certain taux d'intérêt. Donc, l'avantage, c'est que vous avez entre les mains un crédit documentaire, que vous serez payé immédiatement grâce à la clause du pass, mais que votre acheteur, lui, ne sera débité par son banquier qu'à l'échéance qui était initialement prévue, par exemple 30, 60, 90 jours après la date d'exportation des marchandises. Vous pouvez également financer vos délais de paiement en mobilisant vos créances, donc par le biais de mobilisation de créances nées sur l'étranger, par le biais d'avances en devises si on est sur des paiements en devises, en ayant éventuellement recours à de la facturage export, ou encore une fois par des crédits de trésorerie classiques accordés par votre banquier. Voilà, alors un petit aparté sur divers financements de l'importateur. Vous pouvez avoir affaire à un acheteur qui souhaite un package et qui non seulement souhaite que vous lui vendiez par exemple une machine, mais que vous lui proposiez en même temps le financement qui lui permettra de vous acheter la machine. Alors vous pouvez éventuellement lui proposer avoir recours au forfaiting. Le forfaiting, c'est quoi? En fait, c'est pour vous, c'est le rachat de votre créance, donc une créance à paiement différé. C'est un rachat de votre créance immédiatement et sans recours, doublé d'un financement d'un crédit en fait au bénéfice de votre acheteur, un crédit amortissable sur quelques mois ou plusieurs années, ça peut aller jusqu'à 7 ans, moyennant un certain taux d'intérêt. Donc en fait, derrière ce package, si vous voulez, le forfaiting est monté par un forfaiteur. Donc vous avez des sociétés de forfaitage en France, présentes en France, le London Forfaiting, Deutsche Forfait AG, etc., qui montent ce package. Elles vous rachètent votre créance sans recours et elles accordent un crédit sur plusieurs années éventuellement à votre acheteur étranger. Vous avez un autre type de crédit, le crédit acheteur, qui fonctionne un petit peu sur le même principe. La grande différence, c'est que les crédits acheteurs, en fait, sont des accords multipartites entre États et entre banques donc entre deux États et entre banques du secteur bancaire, donc de ces deux États. Et par ces accords, les banques du pays de l'exportateur acceptent, sous certaines conditions, d'accorder des crédits à des importateurs à des conditions préférentielles. Voilà, moyennant des conditions de garantie par BPI, etc., etc. Donc le fonctionnement, si vous voulez, est un petit peu le même que dans le cadre d'un forfaiting, sauf que là, on est dans le cadre d'accords multipartites entre États et entre secteurs bancaires. Autant le forfaiting est quelque chose d'assez simple à mettre en place et peut être mis en place pour des opérations d'exportation relativement peu importantes, de l'ordre du million d'euros par exemple. Autant sur un crédit acheteur, on va être sur des processus plus lourds et portant sur des contrats importants de l'ordre de 6-8 millions d'euros minimum. J'en ai terminé avec le dernier pavé, le dernier grand type de questions à poser à vos clients, à vos banquiers, pardon. Alors, vous choisirez parmi ce panel de solutions, bien évidemment, vous choisirez la solution la plus appropriée avec l'aide de votre banquier en fonction de la sécurité, de la fiabilité que ces solutions présentent, donc d'une sorte de couple sécurité-fiabilité, coût, rapidité, facilité de mise en place et possibilité de coordination entre ces différentes solutions. Pour conclure, je vous rappelle donc la chronologie d'une opération d'exportation. Vous aurez donc très certainement une phase étude, approche de marché.
pendant laquelle vous êtes donc susceptible éventuellement de faire appel à BPI pour la mise en place d'une assurance prospection et de son financement. Ensuite, vous déposez l'offre et vous commencez donc l'exécution du contrat. Pendant cette période-là, vous pouvez être amené donc à émettre une garantie de soumission. Vous recevrez éventuellement un acompte et donc vous serez éventuellement obligé d'émettre une garantie de restitution d'acompte. Vous devrez éventuellement également mettre en place une garantie de bonne exécution ou de bonne fin, c'est la même chose. C'est également le moment où il faudra songer à mettre en place une couverture de risque de change. Et c'est le moment où vous pouvez éventuellement être bénéficiaire d'un crédit documentaire export ouvert par votre acheteur étranger et à devoir demander, pourquoi pas, sa confirmation à votre banquier. Ensuite, on entre dans la période de fabrication, donc avec éventuellement les problèmes que ça peut poser en termes de financement. On a vu tout à l'heure que les différents moyens de financer la période de fabrication, notamment au moyen d'un crédit documentaire à import à paiement différé. Puis, vous livrez les marchandises, ou vous livrez la prestation que vous deviez voilà, sur laquelle vous étiez accordé avec l'acheteur. C'est le moment éventuellement où vous devrez procéder à une réception provisoire. Et donc, à l'issue de cette réception provisoire, c'est le moment auquel vous serez éventuellement amené à émettre une garantie de dispense de retenue de garantie. Puis, vous facturez. Donc, encore une fois, peut-être serez-vous amené à devoir financer le délai de paiement. C'est là que vous obtiendrez la main levée de vos garanties de restitution d'acompte et de la garantie de bonne fin et que vous utiliserez, voire terminerez, vos couvertures de risque de change. Puis, à l'issue du délai de garantie de votre prestation, vous obtiendrez main levée de la garantie de dispense de retenue de garantie. Voilà, j'en ai terminé. Je suis désolé, j'ai été plus long que prévu, mais c'est un sujet assez vaste. J'ai déjà beaucoup synthétisé. Je vous propose donc de nous poser vos questions. J'y répondrai volontiers.